Bonjour à tous, c'est avec cette petite pause sexy et glamour à souhait que je vous accueille dans le seul magazine qui revient sur 50 ans de culture geek en 52 minutes. Une petite date pour casser les préjugés, 1974, naissance du jeu de rôle, Donjons et Dragons. Et justement, ça tombe bien, c'est une spéciale Heroic Fantasy qui nous anime aujourd'hui avec mon équipe de guerriers autour de cette table avec, dans l'ordre d'apparition, Mademoiselle RL, blogueuse et journaliste, l'écrivain et romancier Laurent Kessy, le réalisateur, auteur et comédien Monsieur Sébastien Rassia, Monsieur Frédéric Molas, son binôme du joueur du grenier, c'est 90 millions de vues, et Monsieur Rurik Salé, notre chroniqueur, spécialiste du cinéma, également compositeur et comédien. Et François qui doit nous surveiller du haut de sa tour en attendant d'intervenir en tant que chroniqueur web. Ah, il assure mon François. Allez, tout de suite, on se retrouve avec un sommaire qui va vous donner un petit avant-goût de cette émission. Aujourd'hui, vous découvrirez ou redécouvrirez le film Krull, une interview du créateur du donjon de Naheulbeuk, une enquête sur le groupe qui en est né, le jeu vidéo Suidoken, la suite des déambulations de Rurik au festival de Sitges, Kane de Karl Edward Wagner, le jeu de rôle Pathfinder, 12 coquilles, les seigneurs d'outre-monde et une shopping list spéciale Heroic Fantasy. Et cette première chronique qui va ouvrir l'émission nous amène direct tout droit en 1997. Rubrique jeux vidéo avec Fred et Seb. Ça va être difficile de vous parler de 104 minutes parce qu'en fait, je vais vous parler de mon jeu préféré et je pourrais tenir 20 minutes dessus sans problème. Donc en fait, Suikoden, c'est un jeu qui a été édité par Konami en 90, qui est sorti en 97 en France, 95 au Japon. Konami qui a fait Metal Gear, qui a fait Silent Hill, voilà. Donc on va regarder un extrait, je vais vous montrer tout de suite à quoi ça va ressembler. Et j'aime bien parce que le titre correspond à la chronique que tu as annoncée. C'est pas mal ça. Tu parles que du 1. Je parle que du 1, ouais. Il y en a 5 qui sont sortis, plus 1 sur DS. Donc il n'y a pas la musique, mais c'est pas grave. T'as quand même des goûts chelous parce que depuis tout à l'heure on comprend rien quand même. Ah ouais, ça c'est la cinématique d'intro, il n'y a pas vraiment grand chose à comprendre. On va voir tout juste peut-être une mort. Voilà, tu vois, le jeu ça ressemble à ça, c'est un peu des graphismes Super NES, c'est pas exceptionnel pour la PlayStation. Il y a juste quelques effets 3D qui te rappellent qu'on est sur PlayStation, notamment des zooms comme ça, des machins, des effets 3D. Qui bougent, ça voilà, des perspectives. Alors il va falloir que tu nous le vendes parce que là quand même. C'est vrai que c'est pas hyper sexy a priori quoi. Déjà, t'es parti avec tous les mois là, tu sais. C'est un carton quand même en RPG japonais. Mais c'est bon, c'est un JRPG, donc comme tu dis, donc le système de combat est classique. Alors moi je fais la différence entre le RPG, l'action RPG et le JRPG. C'est trop long à expliquer. Bon, le JRPG, en gros, les combats se font tour par tour. Voilà, pour résumer, je vais dire ça tout simplement. Alors donc l'histoire des Suikoden, en fait, ça fonctionne un peu toujours sur le même système. Donc dans le cas de Suikoden 1, vous incarnez Hero Magdol. Donc, qui reçoit la rune mangeuse d'âme de la part de Ted, qui est un ami à lui, qui se fait tuer par le roi et par la reine, donc du pouvoir en place. Et donc, l'histoire des Suikoden, ça fonctionne un peu toujours de la même manière, c'est-à-dire vous incarnez un héros qui va se rebeller contre l'autorité. En fait, c'est toujours une sorte de Rurik. C'est toujours un peu le même système. Donc, au début, vous commencez avec le pouvoir en place, puis vous découvrez que le pouvoir en place est pourri, corrompu, de tout ce que tu veux. Et donc, finalement, vous décidez de partir. Et là, vous créez votre armée, vous allez prendre possession d'une base, d'un château vide, de n'importe quoi qui va vous servir de QG. Il voulait dire QG. Ah oui, pardon. Oui, parce que QG, vous allez prendre possession d'un QG qui va vous servir de base pour recruter des gens, et donc vous allez devoir recruter les 108 étoiles du destin, donc qui sont le truc habituel des Suikoden, donc 108 personnages qui vont pouvoir rejoindre votre quartier général et vous accompagner aussi dans les combats. Vous allez pouvoir les grouper, enfin pas tous, mais vous allez pouvoir les grouper donc pour suivre le scénario du jeu avec eux. Alors tu me disais que tu l'avais découvert, que c'était ton jeu préféré, mais tu l'as découvert comment ? En allant dans un Stargate, je m'en souviens très bien, je savais pas trop quoi acheter, j'y allais pour acheter un jeu, je savais pas trop quoi. Petite musique sur les souvenirs. Là. Voilà, c'est ça. Un petit flou là, et tu vois Fred. Oh, qu'est-ce que je vais acheter ? Il se trouve que justement, ce jeu en fait, il était tout en anglais en fait, il n'existait pas en français. Et je suis devenu très bon, j'étais en 6ème, j'étais très mauvais en anglais, je suis devenu très bon après avoir joué à ce jeu, parce que je suis passé de quelque chose comme 8 ou 9 de moyenne en anglais à quelque chose comme 16 ou 17. Alors là, bien le jeu vidéo. Et ça peut quand même rassurer tous les parents qui se disent « Mais qu'est-ce que tu fais devant la télé en regardant ces 5 mecs et cette nana ?» Ça crée des serial killers, mais ça aide aussi. Le mec qui parle anglais. 108, mais tous les jeux sont traduits maintenant, donc voilà. Oui. 108 personnages à recruter, ça fait pas long sur le jeu ? Non, justement, parce que ça tout vient très naturellement. T'as jamais l'impression, quand tu fais un donjon, t'as jamais l'impression de faire un donjon pour faire un donjon. T'as toujours ce sentiment d'être vraiment dans l'histoire. Et il y a un autre point important dans les Suikoden, je vais finir dessus peut-être, c'est le fait que tu as toujours un personnage auquel tu es très attaché.
c'est un mini spoil, mais qui va mourir en fait. Et dans tous les Suikoden, il y a toujours cette dimension du fait que tu t'attaches fortement. Par exemple, je vais un peu spoiler le 2, par exemple. Le personnage, elle est dynamique, c'est ta sœur, machin. Et vers la fin du jeu, paf, elle meurt. Et du coup, t'es vraiment vénère pour ton personnage et t'as vraiment envie de tuer celui qui a fait ça à ton ami, quoi. Et donc, c'est vraiment, tu te sens vraiment dans le scénario et c'est vraiment pour ça que j'adore ce jeu. Et je crois que c'est le 3 qui a été adapté en manga, qui est disponible en France. Suikoden 3 a été adapté en manga, ouais. En tout cas, en conclusion, moi je dirais, Seb, méfie-toi quand même, parce que son meilleur jeu préféré, c'est quand même celui où ses meilleurs copains meurent jusqu'à la fin. J'avais pas remarqué ça, Voilà. Alors, je vais Ils sont pas copains, donc bon, c'est pas... Allez, je vais te laisser aller trouver une cachette. On fait une petite parenthèse magnifique dans cette spéciale Heroic Fantasy et on retrouve Rurik. Tu vas te téléporter à Sieges pour l'épisode 2 de ton Inside et on se retrouve juste après, ne zappez point. Plongé au cœur d'un grand événement. Voici l'Inside. Excusez-moi, je n'ai pas osé parler sur cette pub pour Sitges, car oui, nous sommes toujours en Espagne. C'est Sitges, c'est l'un des plus grands festivals du cinéma. En gros, c'est un peu le supermarché du film pour les 8 mois à venir. Stéphane Bouillet, bien sûr. Vous avez ici, dans cette ville, 3 salles qui passent les films. Petit focus sur la sélection de cette année. A Fantastic Fear of Everything avec le geekman culte Simon Pegg. Ace Attorney du japonais fou Takeshi Miike. Les Français Noémie Lovski avec son film Camille Redouble et Patrice Lecomte pour Le Magasin des Suicides. Le verre et le fruit. Le nanar Dracula 3D de Dario Argento. Maniac de Frank Calfoun. I don't have a girlfriend. You never feel lonely? That's why I was calling. You and Anna. Et The Lords of Salem de Rob Zombie. Hétéroclite, assurément. Alors là, vous avez des gens qui sortent visiblement d'une projection. Et je crois que c'était le film de Don Coscarelli, réalisateur de fantasmes, qui s'appelle John Dies at the End. Aude Boutillon, d'écran large, vient de voir le film de Don Coscarelli, John Dies at the End, et elle va nous dire en français parfait ce qu'elle en a pensé. Eh bien, c'était complètement fou, c'est le fantasme du 21e siècle. Une femme qui était pas née quand Fantasme est sorti. Eh oui, c'est là toute la beauté de la chose. Sitges, c'est également de très nombreuses rétrospectives, des films en 3D, un hommage à Quentin Tarantino, une sélection de films spécial fin du monde, une zombie walk, des stars, dont un barbu. Alors l'avantage de Sitges, c'est que des fois tu te balades, tu croises des barbus. Regardez, par là-bas, il y a plein de barbus, c'est bien cool, mais il y en a même un qui est un peu plus connu que les autres. C'est celui qui met son téléphone dans sa poche, c'est Paco Plaza. Paco Plaza, c'est le co-réalisateur de Rec 2 et le réalisateur tout court de Rec 3. Voilà, c'est lui, c'est Paco Plaza, c'est lui. On y croisera également William Lutzig, le réalisateur du classique Maniac, Elijah Wood pour son remake, mais un nom est sur toutes les lèvres. Ce n'est pas Rurik, mais un maître de l'horreur. Là, on va faire un truc formidable et passionnant, on va faire la queue. La presse est là, en masse, et les fans aussi. Pourquoi ces gens font la queue? Ils font la queue pour aller voir Aftershock. Aftershock, c'est une production de Eli Roth, le réalisateur de Hostel. Et Hostel 2, qui est une vraie rockstar du cinéma, il est venu, à partir du moment où il est venu, on a commencé à entendre les papillons voler, les abeilles s'énerver, les appareils photo bouger dans tous les sens, parce que Eli Roth, c'est une star. Eli, il est où? Mais c'est pas possible, il est plus difficile à trouver que Charlie, quoi. Ah, le voilà. Avec une charmante comédienne, bonjour. Après séance, avis sans concession de Rurik. On est donc allé voir Aftershock, qui est un film écrit, produit, alors co-écrit, coproduit et co-interprété par Eli Roth, qui n'est pas du tout le réalisateur du film pour le coup. C'est un Espagnol qui a réalisé le film. Il était là, il a fait marrer la salle comme un truc de fou. Et que faut-il penser de ce film-là? Pas forcément du bien. Je pense qu'on va l'oublier assez vite. On s'emmerde un petit peu, on s'emmerde un petit peu clairement, même c'est loin de faire l'unanimité. Et je pense que si Eli Roth n'était pas lui-même au générique, le film n'aurait pas la carrière qu'il a. Ça, c'est quasiment certain. Le grand moment de cette édition, le prix d'honneur remis à Neil Jordan, réalisateur notamment d'Entretien avec un vampire, et récompensé ici pour La Compagnie des loups, sorti en 1984.
Après 4 séances de films digérées avec succès, retrouvons Rurik déambulant tel un zombie dans les ruelles de la ville de Sitges. Le film le plus fantastique ici, bien sûr, c'est Amélie Poulain. Affiche japonaise. Et là, il y a marqué Amélie. Amélie. C'est les 3 sons, c'est l'alphabet qu'ils utilisent pour prononcer les mots occidentaux. Si Amélie avait été un mot japonais, il l'aurait écrit en alphabet différemment. Voilà. Ça, comme c'est français, donc c'est occidental, donc c'est Amélie, mais on écrit le A différemment. Voilà. Que si c'était un mot japonais. C'est un peu compliqué, hein. Mais pas tant que ça en fait, si vous regardez bien. Si on devait dire David Fressino en japonais, comme il découpe tout en syllabes, ça ferait David do Furesino. Voilà. Furesino-san. Dans quelques heures, le jury rendra son verdict. Vous connaîtrez les heureux gagnants dans le prochain épisode. La suite des aventures de Rurik, 3e et dernier épisode, c'est dans la prochaine émission. Et nous faisons une promotion sur le Rurik pour le 1 acheté. Vous en avez 2 tout de suite, ta chronique. Un double. Rubrique cinéma avec Rurik. Eh oui, c'est bien vrai ce que tu dis là. Alors en fait, quand tu m'as dit Heroic Fantasy, j'étais Steven Seagal quand même. Bien sûr. Ouais, c'est bien vrai ce que tu dis là. J'étais un petit peu emmerdé parce que moi je suis pas très fan d'Heroic Fantasy. Et puis je me suis dit qu'est-ce que je pourrais choisir. Et puis je me suis souvenu vaguement d'avoir été voir au cinéma avec mon père un film qui m'avait fait marrer, mais qui depuis a eu une réputation un peu Z. Je me suis dit bon, je vais prendre celui-là. Et il va falloir que je le re-regarde pour l'émission. Voilà, il s'agit de ce film que veut l'émission et la vidéo. Voilà, il s'agit de la fin d'une aventure impossible. Ils doivent combattre. Voilà, il s'agit de Krull. Krull est un film qui bénéficie d'une réputation kitschos. Et alors, je l'ai revu. Cet ne va pas le contrecarrer. Et alors, voilà, je l'ai revu pour l'émission. Et bien, j'étais très emmerdé. Parce que je me suis dit, super, je vais pouvoir déverser un flot de haine abominable sur ce film. De 1983. De 1983, et dire à quel point c'est nul et à quel point nous sommes bien plus intelligents que les créateurs de cet autre temps. Et j'étais bien embêté parce que c'est bien. Oh mon Dieu, comment ouais. vas-tu assumer ça? Mais oui, j'ai regardé, je me suis dit, ça va être... Je vais quand même me faire chier, surtout que j'ai 2 heures, quoi. Il faut se les faire, les 2 heures, tu vois. Même 1 heure d'un film pourri, mais 2 heures. Et en fait, j'ai regardé avec intérêt, j'étais très fatigué à ce moment-là, et j'étais pris par l'histoire. Alors certes, il n'y a pas beaucoup... Il n'y a peut-être pas l'argent qu'ils voulaient, quoique il y a quand même de l'argent, c'est quand même une grosse prod. Bon, les effets n'étaient pas au top. Il y a un scénario qui se tient, il y a des vrais personnages, c'est drôle, c'est pas cucul la praline. C'est l'un des premiers rôles de Liam Neeson. C'est pas pour ça que c'est bien, mais ça rajoute un petit truc au film. Alors c'est quoi l'histoire de Krull? Krull, d'abord, c'est pas le nom du méchant, c'est le nom de la planète du royaume. Et... il y a un mec, bon, c'est une sorte de bellâtre que vous avez vu. Je crois que c'est Ken Marshall qui s'appelle. Je ne sais pas même pas ce qu'il a fait. Ça s'appelle Ken, ça ne peut être qu'un bellâtre. Peut-être qu'il a fait des amplis. Il a fait des. Mais alors, ce qui est marrant, c'est que lui, comme le héros de Flash Gordon, autre, tu vois, machin de l'époque, sont des acteurs qui n'ont pas fait carrière après. C'est drôle. Voilà. Et donc, vous avez ce jeune roi qui se marie, qui vient d'avoir une reine, etc. Le royaume est cool. Et donc, il y a cette espèce d'entité qui s'appelle The Beast qui balance ses Slayers. Ces Slayers, ces espèces de soldats mutants, monstres. On sait pas trop ce que c'est, d'ailleurs on s'en fout, il y a tout un mystère dans Krull. Ils attaquent le royaume le soir même du mariage, ils tuent tout le monde. Le mec, le roi est laissé pour mort, il capture la princesse, la reine, etc. Le mec se réveille, alors son père est mort, sa femme est plus là, il devient roi, il pleurniche, mais il va falloir qu'il traverse plein d'aventures pour aller combattre cette entité, récupérer sa reine et prouver qu'il est roi. Voilà. Donc en chemin, il va rencontrer des gens, dont Liam Neeson et ses potes, et tous les personnages sont intéressants, tous les personnages sont drôles, c'est hyper riche à chaque... Alors certes, il y a des effets spéciaux à l'ancienne avec des peintures sur verre, des transparences, des décors peints. En carton, ouais. C'est une autre époque. Mais il y a une vraie magie qui se dégage de ce truc. Et je te jure que je regardais, c'est pas du tout ridicule. Les dialogues sont bien écrits. C'est signé de Peter Yates, qui est quand même un réalisateur qui a signé notamment Bullitt. Il a inventé à travers Bullitt la course de voiture dans un polar. Tu peux plus avoir un polar sans course de voiture depuis Bullitt. C'est pas rien, Peter Yates. Et alors vous avez un cyclope à un moment qui est un grand personnage qui parle très peu. Et en fait, c'est marrant parce que ces cyclopes sont censés avoir passé un deal avec cette créature qui s'appelle The Beast. Ils ont dit, s'il te plaît, je te donne un de mes yeux, c'est ce peuple, je te donne un de mes yeux, en échange de quoi, laisse-moi voir le futur. Mais ils se sont fait avoir, ils ont donné un des yeux, et en échange de quoi, la seule chose qu'ils ont la possibilité de voir, c'est l'heure de leur propre mort. Ce qui est horrible, c'est des personnages super tristes. Oh, c'est classe. Mais oui, mais c'est que des trucs comme ça. Tu sais qui a écrit ça Franchement, non. Mais en tout cas, c'est quelqu'un de talent. Et c'est adapté, la musique de James Horner. Bien sûr, il y a James Horner à la musique. C'est adapté de quelque chose ou c'est Moi, je crois que il me semble que c'est un scénario original. C'est un film qui n'a d'ailleurs pas trop
même pas marché du tout, comme Flash Gordon plus ou moins aussi. Et vraiment, j'ai trouvé que ça allait de créativité. Alors surtout que les méchants, les Slayers, bon ça c'est pour rajouter un petit truc, ça m'avait fait très peur quand j'étais petit. Quand on les tue, quand on leur lance un pic ou quoi que ce soit, ils crient, leur espèce d'armure s'ouvre et il y a un cerveau qui ressemble un peu à un homard bizarre qui hurle et qui plonge comme ça dans le sol. Et tu te dis, mais attends, mais c'est incroyable le nombre d'idées qu'il y a dans ce film-là. Krull est un film dont tout le monde se fout. Je l'ai vu sur des sites comme ça où ils disaient bad movies. Mais ça n'a rien d'un bad movie. C'est un film qui est hyper inventif, vraiment pas du tout nunuche. Et je pense que pour les enfants, même aujourd'hui, je pense que c'est à regarder avec des grands yeux. Et pour les enfants adultes que nous sommes, c'est à regarder avec le cœur. Oh, comme c'est beau. Un autre qui a fait ça avec le cœur, c'est John Lang, qui est notre interview carrière du jour. Ouais. C'est le créateur notamment de la saga Nullbuck. Et il va nous en parler. On se retrouve juste après. Ne nous zappez pas, mais non. Ne bougez pas, c'est le moment de l'interview carrière. Voici l'homme aux 3 pseudos. John Lang, alias Pen of Chaos, alias POC, ou alors POC, pour les intimes, cumule plusieurs millions d'auditeurs pour sa saga audio diffusée sur Internet en MP3, Le Donjon de Naheulbeuk. Mais que faisais-tu avant ce succès ? Je faisais un métier de geek, parce que j'étais développeur web. Administrateur système, DB. POC, non, là on a perdu la ménagère de moins de 50 ans, mon vieux. Quelle est la genèse de cette saga, déclinée ensuite en roman BD ? J'avais lu 2-3 trucs de fantasy marrante. Et puis un jour, je me suis dit, j'écrirais bien quelque chose, mais connaissant un peu le marché du livre, je me suis dit, je vais pas écrire pour du papier parce que ça va intéresser personne. Donc je vais faire un MP3. Comme à l'époque, j'écoutais les 2 minutes du peuple. Bon, attendez, Gérard, on a quelqu'un là qui a jamais touché à un ordinateur. Bravo, vous êtes content ? Avec votre discrétion, il y a 2-3 personnes qui ont ri de moi. Oui, et je parie qu'il y en a d'autres derrière cette porte. Donc je me suis dit, je fais du jeu de rôle papier, j'ai un micro, j'ai un petit peu de matériel, donc je me lance et puis j'ai enregistré 3 épisodes et puis j'ai mis ça dans mon site et là c'est parti en live. Tiens, voilà quelqu'un. Salut! Tu viens pour l'aventure? Eh ouais, je suis le nain. Ça se voit. Et ça, c'est le donjon? Effectivement, c'est le donjon de Naheulbeuk. Il a pas l'air terrible. Faut pas s'y fier, car personne n'en est ressorti. Ah bon? Faut dire aussi que personne n'y est entré. Ah! Je travaille parce que je suis motivé par les gens qui écoutent ce que je fais. Parce que ça fait un certain moment que je suis auteur pro maintenant. Donc évidemment, je vis avec les BD, les romans principalement. Mais je continue à faire du gratuit parce que c'est comme ça que j'ai commencé. Et les gens qui viennent, j'estime que s'ils me suivent depuis toutes ces années, ils ont droit à du gratuit. Donc je continue de mettre des choses. J'ai commencé à écrire l'aventure, il n'y avait aucun pitch. Donc c'est-à-dire que je voulais juste mettre des aventuriers en situation. Donc j'ai mis des aventuriers devant le donjon. Et à la suite de ces 3 épisodes où on n'avait toujours pas de scénario, j'ai commencé à écrire un scénar, donc c'est des aventuriers qui rentrent dans un donjon pour chercher une statuette. On suit la vie d'aventuriers qui démarrent du niveau 1, mais la différence avec certaines œuvres de fantasy, c'est que les aventuriers ne sont pas des héros, en fait c'est plutôt des joueurs. C'est-à-dire qu'ils ont les réflexes des joueurs. Ils sont motivés par l'or, les points d'expérience, la recherche de puissance, le matériel, le fait d'être reconnus en tant qu'aventuriers, etc., d'être bien vus par leur peuple, parce qu'ils viennent de peuples différents. Une aventure, celle de la statuette de Gladolfera dans le donjon de Naheulbeuk. Et on a aussi marché dans la forêt et visité un tas de villages bidons et même le château de Xor, dans lequel j'ai été tué par une ignoble taupe garou. Maintenant, on recherche encore la statuette. Faire de la technique web, ça me rappelle le boulot. Donc mon site, moi, il est toujours en HTML depuis 1994. Sauf que, évidemment, je le fais un peu mieux qu'avant. Le jeu de rôle que j'ai joué le plus, c'est l'Œil Noir. Avec ça, j'ai fait de très nombreuses parties, en fait, quand même. C'est là, avec ça que j'ai découvert le jeu de rôle. Et l'Œil Noir, c'était un jeu de rôle allemand sans aucun humour. Mais il n'y en avait pas, mais du tout, quoi. Et en fait, le truc, c'est que dès la première partie, nous, on était pétés de rire. Donc on peut faire du jeu de rôle sérieux avec un bon état d'esprit. Et donc j'ai gardé des tas de situations, des tas de concepts, etc. en tête que j'utilise pour faire mes épisodes audio. C'est pour ça qu'il y a pas mal de gens qui me disent « Waouh, c'est du vécu !» Bah oui, effectivement, c'en est. Salutations, toi, l'aventurier solitaire, dont la cape rouge fend la brise des plaines. Salut, bande de gnouf. Qu'est-ce qu'il a dit? Tu sembles parler un dialecte étrange de quelque contrée qui m'est inconnu. Ben ici, on parle comme ça, puis de toute façon, c'est toi qui as un accent, pas moi.
À la base, c'est vraiment ce que je voulais faire, écrire. Donc j'avais déjà écrit du roman avant de commencer Nullbuck, mais c'était d'autres genres. Je suis vraiment inspiré de ce que je connaissais de l'écriture, c'est-à-dire la littérature de SF populaire. Donc moi, je fais pas du texte pour se prendre la tête. Je veux que les gens vivent des aventures, et puis voilà. Mais moi, je me suis surtout inspiré du jeu de rôle pour travailler. Le passage du MP3 au roman, ça n'a pas été trop dur pour moi. Par contre, il y a beaucoup de gens qui ont eu des doutes. Mais dans la majeure partie des cas, ça s'est quand même très bien passé. L'audio, c'est très restrictif à l'écriture. Il y a plein de trucs qu'on ne peut pas faire. Donc, si je voulais vraiment écrire quelque chose, il fallait que je fasse du roman. Alors, il y en a plein qui ont été un peu surpris, mais finalement, ils ont pas mal adhéré. Et maintenant, il y en a beaucoup qui préfèrent le roman à la version audio, notamment parce que le contenu est beaucoup plus intéressant. Donc maintenant, je travaille avec une autre approche, c'est-à-dire que j'écris du roman et j'extrais de l'audio du roman, au lieu de faire empiriquement de l'audio et ensuite d'essayer d'écrire à partir de ça. Il faut trouver une appellation qui correspond à tout le monde. C'est compliqué. Et pourquoi on ne pourrait pas s'appeler les Valtringues? C'est ce que disait le paladin. Non, ça c'est pourri. Mais je ne sais toujours pas ce que ça veut dire, moi. Les gens sont contents, les gens attendent la suite. Donc là, j'embraye sur un nouveau tome bientôt, et tout en continuant la BD, parce que il y a des gens, quand il y a trop de lettres, ça leur fait peur, donc ils préfèrent la BD. En ce moment, on travaille sur un projet audiovisuel. C'est pas moi qui ai eu l'idée. Même si tout auteur a quelque part une envie de passer à une version audiovisuelle. Surtout moi, je passe 2 heures par jour à regarder des films. Donc voilà. Là, donc, en ce moment, je suis sur un projet d'animation 3D de qualité, parce que c'est un gros projet. Et ça serait du format 7 minutes. En résumé, le donjon de Nullbuck n'est pas prêt de céder, mes petits gnomes. Ouais, enfin après tout ça, faudra pas vous plaindre que les humains ne s'intéressent pas aux autres cultures. Voilà, Donjon de Nullbuck qui est quand même la saga MP3 culte. Mais toi, t'en as regardé une autre aussi. Oui, Reflet d'acide qui s'est inspiré de l'esprit saga MP3 de Nullbuck et de Puck, ouais. Voilà, donc Laurent, tu sais ce qu'il te reste à faire. Mais avant de faire une saga MP3, tu vas nous parler de ta chronique. Rubrique BD et roman avec Laurent. Oui, Heroic Fantasy, pareil, moi je savais pas trop quoi parler. J'ai déjà parlé de Conan, qui est le personnage... Surtout qu'en littérature, il y a quasiment que dalle. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a 2-3 trucs, quoi. Il paraît que Tolkien, c'est pas trop mal, je sais pas. Je sais pas qui c'est. Donc pas Conan, mais il y a un personnage qui ressemble et qui n'est pas tout à fait similaire non plus, qui s'appelle Kane. On regarde quelques couvertures qui sont dessinées. Alors, le personnage de Kane est écrit par un Américain qui s'appelle Karl Edward Wagner. Et ça, c'est des couves de Frazetta, voilà. Donc, qui a fait l'affiche de Conan. Voilà, qui est à l'origine même de la résurgence et du succès de Conan dans les années 60. Et Frazetta qui était aussi celui qui faisait beaucoup de couvertures pour Crépy, Herri et Vampirella. Qui viennent de ressortir. Ça, c'est une couve française. Mais je pense que sans Frazetta, Conan n'aurait pas reconnu cette résurgence qu'il a eue dans les années 60, et on le connaîtrait peut-être même plus aujourd'hui parce qu'il était en passe d'être oublié. C'est un mec qui a vraiment réussi à faire en sorte que l'Heroic Fantasy soit intemporelle et toujours in. Ouais, c'est pas du tout pas les dessins de Frazetta, même aujourd'hui. Ouais, si, ça prend quand même un petit côté motard. C'est l'époque aussi, on dessinait pas mal, un peu style photo, qui est un peu dépassé maintenant. Ça doit être avec de l'aéro. C'est lui, Karl Edward Wagner. Là, bonjour, Karl. Il avait donc une barbe. Non, mais c'est aussi parce que t'as des groupes comme Molly Hatchet et tous ces mecs-là qui ont repris les dessins de Frazetta. Il a été hyper influent, ça c'est sûr. Ouais. Surtout dans le métal et tout ça, il a créé une imagerie propre. Donc Kane, il ressemble, comme on le voit, à Conan physiquement. C'est un gros barbare, sauf qu'il est rouquin. Mais c'est pas un barbare. On apprend qu'il est immortel. On a du mystère comme ça sur son identité, on ne sait jamais exactement qui c'est. Et là, je vais vous révéler qui c'est. Alors, ceux qui ne veulent pas savoir, vous bouchez les oreilles. Chez vous, je pense qu'on va quitter les oreilles si on ne veut pas savoir. Moi, je quitte le plateau. Au revoir. Non, même chez vous, vous coupez le son de la télé et je vous dirai quand vous pouvez remettre. Ils vont pas attendre. Voilà, je ferai ça. Cain, en fait, c'est Cain de la mythologie. C'est le frère d'Abel. Ça se dit pareil en anglais, Cain. Voilà, ça se dit, sauf que là, c'est écrit K-A-E-N-E. Mais c'est Cain de la mythologie. D'accord. C'est bon, c'est fini le spoiler, vous pouvez revenir. Donc c'est aussi le nom du méchant dans Command & Conquer. Enfin, ça sert à rien, mais écoute, je vais intervenir sur tes chroniques. C'est aussi le nom d'un catcheur. Il y a une postface de l'auteur lui-même, de Karl Edward Wagner, qui explique que Cain est un nom qui ressurgit très très souvent dans la fantasy, dans plein d'œuvres. En fait, il y a Salomon Kane aussi, qui est un personnage de Robert Howard. Adapté il n'y a pas si longtemps. Ouais. Et donc Kane, aussi le truc, c'est que contrairement à Conan, c'est pas un héros gentil. C'est un barbare, certes. Pas vraiment un barbare, c'est un guerrier.
mais c'est un salaud. Il monte des rois les uns contre les autres. Le premier roman qu'on lit, voilà, il monte deux peuples l'un contre l'autre. On se demande pourquoi il fait ça. Il fait ça juste pour avoir plus de pouvoir. Kane, il a un statut particulier pour arriver à les atteindre comme ça. C'est un bon guerrier, donc il se fait toujours embaucher par un royaume ou par l'autre. Et il y a une quatrième de couve qui résume très bien une expression sur une quatrième de couve qui dit c'est Conan matiné de Sauron en fait. Voilà. C'est un barbare, mais en même temps c'est un gros méchant. Il y a un truc aussi super, c'est que comme il est immortel, il y a 3 ou 4 romans de Kane, et après il y a des nouvelles. Dans les nouvelles, Karl Haider Wagner l'a mis en scène de nos jours. Donc il y a quelques nouvelles qui sont contemporaines où on retrouve Kane. De nos jours, c'est-à-dire. Mais alors il c'est dans les années 70. C'est sur un guerrier ou... Donc il a des grosses pattes, une grosse hache, mais des pattes d'Ève. Non. Par contre, c'est un dealer. Il est en perfecto, motard. Ouais, voilà. Perfecto. Il y a une nouvelle que j'adore aussi qui tourne autour d'un moulage du pénis d'Elvis. Enfin, un truc incroyable. Très bien. Ouais. Et c'est assez marrant de voir ce perso dans une espèce de proto-histoire, même pas l'Antiquité, une époque qu'on n'a pas connue, et de le retrouver là et de voir toujours les mêmes manigances. Voilà. Combien de volumes au total ? Alors en français, il y a 3 gros volumes qui regroupent tous les romans et toutes les nouvelles. Tout est voilà, il suffit d'acheter. Ils sont même sortis en poche. Et je crois que tu l'offres à tous les téléspectateurs qui t'envoient un mail. Évidemment, oui. Écrit à la production. Non, mais voilà. Une dernière info peut-être. Alors c'est pas super bien écrit. C'est déjà ça tue. Non, mais je veux dire, c'est pas le but. C'est un petit peu cher. C'est pas le but. C'est pas Proust. On est là pour être emporté dans une histoire. On est là pour vivre des aventures. On est là pour vivre quelque chose d'extraordinaire. C'est du pulp en fait, quoi. C'est du pulp. C'est-à-dire que c'est pas bien écrit, mais tu vis, quoi. Voilà, c'est ça. plus vieux que Conan. C'est un peu, comme tu disais, Krull, les effets spéciaux sont un peu vieillots, mais on est pris, les personnages sont cool, c'est exactement pareil. C'est presque l'essentiel. Mais c'est ça, c'est emporter les gens, emporter le lecteur. Voilà. Eh ben écoutez, moi je vais rebondir là-dessus. Quelqu'un d'autre qui emporte, on vient de voir John Lang, donc le créateur du Donjon de Nullbuck, et sachez qu'il a fait un groupe qui s'appelle le Null Band. Le Null Band, et on a été les voir, on les a suivis lors d'une préparation d'un concert, et on se retrouve juste après. N'allez surtout pas aux toilettes. Voici l'enquête geek. He is the voice. Non, Florent Pagny ne me buse pas. Ah non, apparemment c'est pas la même ambiance. Amis fans de médiéval, sortez les harpes, les flûtes à bec et les tambours. Retirez votre cotte de maille, les amis, et découvrez cette joyeuse bande de troubadours qui, au lieu de guerroyer, anime des soirées du donjon. Car ce groupe qui se prépare, c'est le Nahul Band. Un Nahul Band composé notamment de Lady Faye, c'est elle, Guilin, c'est lui, et de John Lang alias Puck. Puck a prolongé l'aventure en créant un groupe complètement déjanté. Et, par chance, ils nous ont ouvert les portes des répétitions et des coulisses de leurs concerts à Japan Expo, devant plus de 8000 personnes, toutes armées de gourdins et de casques à cornes. Un petit extrait tout de suite devant vos yeux ébahis. Guilin, présente-nous les instruments. Alors, on va commencer par ce qu'il y a de plus classique, puisqu'il s'agit du violon. C'est ce qu'utilise Clémence sur scène. Elle joue aussi un peu de flûte, elle n'en jouera pas aujourd'hui. Donc le violon, c'est connu, un instrument classique, mais aussi très utilisé dans la musique irlandaise. Là, nous avons 2 chanteuses, donc qui ne jouent d'aucun instrument. Tony Boffis, dit Tony Verdâtre, il joue de la guitare électrique, donc sur une Vigier Excalibur qu'il a déguisée en guitare du chaos, n'est-ce pas ? Et donc du banjo. On a un avantage, c'est qu'on est tous musiciens aussi avec d'autres groupes, donc on a une pratique de la musique régulière. On répète pas beaucoup, on fait des raclétitions, des barbecuitions, voilà. Donc Nullbuck, c'est un peu le groupe qui fait grossir. Et par contre, donc, c'est dans ces moments de convivialité qu'on va délirer, faire n'importe quoi et inventer des nouvelles choses, donner des idées aux uns aux autres. Moi, je reste avec cette idée de raclétition ou de barbecution. Il faudra songer à m'inviter, les petits gars. Je peux vous chanter du Britney. Le Nahul Band, c'est presque né du public, puisque nous, moi, j'ai écrit 2-3 chansons. Et puis, on a fait un concert dans un festival de jeux de rôle où on s'attendait à avoir quelques personnes qui viennent. Le premier concert, on a eu 400 personnes à peu près. Et là, il y a plein de gens qui sont venus nous dire « Ah, mais c'est bien ce que vous faites, est-ce que vous voulez venir jouer pour nous ?» Donc, du coup, le truc qui n'était pas du tout préparé, on n'avait pas répété, machin. En fait, on est toujours tiré en avant par le public.
travaillé pour Ravage. Je faisais une chronique jeu de rôle. Et donc j'ai demandé à interviewer John. On est venu à discuter. Ah, je cherche des gens pour sur scène, pour chanter. Ben, je suis chanteuse, voilà. Et donc c'est comme ça qu'on s'est retrouvés pour la première fois en 2003. J'ai rejoint l'aventure Nullbug parce que j'ai écrit des jeux de rôle. Enfin, j'ai écrit un jeu de rôle qui s'appelait Los Angeles 2035, qui m'a permis en fait de faire la tournée des conventions. Et dans une de ces conventions, j'ai rencontré John Lang, plus connu sous le nom de POC, n'est-ce pas? Et en fait, il s'est avéré que j'avais ramené mon instrument de musique, il avait ramené le sien, il devait jouer 2 morceaux, on a joué ensemble. Donc John a dit « Waouh, Banco, super, j'ai toujours voulu faire ça, je vais appeler des copains. Voilà, il y a une journaliste qui m'a interviewé il y a quelques jours, elle a une belle voix, je lui ai demandé d'enregistrer un truc, je lui ai demandé si elle veut pas faire chanteuse. J'ai 2 copains qui jouaient de la musique celtique avec moi dans un groupe, on va leur dire de venir. Et puis j'ai un copain qui fait du jeu vidéo avec moi, il chante et joue un peu de guitare, je vais lui dire de venir aussi. Et puis toi, tu fais les percus. » Voilà, et donc de là, le Naël Band était né. Le groupe a sorti plusieurs albums et enchaîne les concerts, dont un plutôt particulier, me semble-t-il. Nous avons joué au bout de la route à l'est de Québec, dans un endroit où la route bitumée s'arrêtait. Au fin fond du Québec, dans le village de Rimouski. C'était dur, voilà, le début, en plus c'était le début de la tournée. Il y avait pratiquement très peu de personnes dans la salle parce que bon, quand voilà, il n'y avait pas eu de communication, alors bon, voilà. C'était très particulier parce qu'en plus la salle était dans le noir, on avait les lumières dans la figure, et là on jouait, et puis de temps en temps on entendait... L'horreur. Jusqu'à quel âge je vais faire la magicienne, faire n'importe quoi sur scène? Et puis je me suis dit, bah, tant que je tiens debout, hein, voilà, à la maison de retraite, voilà, on s'y voit. Et tant que le public veut de nous, on sera là, quoi. Stratégie, diplomatie, qu'on n'a jamais rien compris. C'est la baston et voilà. C'était un petit gobelin qui s'en allait à la plage, mais il savait pas nager et il y avait les requins. Plouf, plouf, le gobelin, il s'est noyé dans les vagues. Yann, Yann, a dit requin, tu finis dans mon oesophage. Voilà ce qu'arrive si t'es pas sage. Et voilà donc le Naël Band. Si vous avez kiffé, comme on dit chez les jeunes, vous pouvez vous procurer les CD que tu écoutes. Oui, et puis les concerts partout en France régulièrement. Voilà, et je vais transformer ma voix pour passer à l'annonce de la rubrique jeu de rôle, jeu de plateau. Le jeu de ce soir est Pathfinder New Goblin et on se retrouve juste après. Rubrique jeu de rôle avec Stéphane. Bienvenue dans la rubrique jeu de rôle, jeu de plateau. Dans les jeux de rôle médiévaux fantastiques, on a beau dire, on a quand même pour habitude d'aller fracasser des monstres. On ne fait pas que ça, mais cela reste une part très importante du jeu. Aujourd'hui, nous allons renverser les rôles. Les joueurs vont se retrouver à la place d'affreux gobelins. Ceci grâce à un scénario mis à disposition gratuitement par Black Book Edition. Le scénario, Nous Gobelins, est prévu pour se jouer avec le fameux héritier de Donjons et Dragons, Pathfinder, qui est actuellement le jeu de rôle le plus vendu au monde. Les joueurs commencent par choisir leur personnage parmi des pré-tirés, tandis que le maître de jeu leur explique qu'ils appartiennent tous à la grande tribu des Lèches-Crapauds qui vit dans les marais. Les jeunes gobes du groupe sont convoqués aujourd'hui par le chef, probablement pour une mission qui leur apportera un grand prestige parmi les leurs. Les PJ vont vite découvrir qu'il n'est pas si facile de jouer des créatures malingres, bêtes, méchantes et moches. Les personnages des joueurs, les peaux vertes, sont dans la hutte de sa grande ventripotence. Le maître de jeu décrit la situation, les événements, parle à la place donc du chef du village, et les personnages des joueurs apprennent peu à peu les termes du boulot qu'il leur est proposé. D'abord, ce soir, ce sera festin. Les joueurs manifestent leur joie. Ensuite, il y aura à partir de demain une grande quête au trésor. Il faudra que les joueurs retrouvent des feux d'artifice perdus dans une épave à quelques kilomètres dans les marais. Les joueurs font des efforts d'interprétation, notez-le. Belle voix nasale de John, Robin fait mine de se curer le nez. Ce n'est pas si facile de faire les crados en vérité et il faut admirer leurs efforts.
Après de nombreux défis réalisés lors du festin, comme manger des limaces géantes, les héros crasseux sont en route. Ils ont appris lors du festin qu'une sorcière gobeline cannibale, la grosse Vorka, régnait sur la zone où ils se rendent. Mais ils ont aussi appris que plein de pattes, une horrible araignée qui mange les enfants, serait sur leur chemin. Les joueurs s'attendent donc à une embuscade. Ils expliquent au MJ, avec force détail, beaucoup trop de détails en réalité, qu'ils avancent en surveillant les environs. Ils le miment même. Petit jet de perception pour les joueurs qui tentent de repérer l'araignée à distance. C'est globalement réussi. L'araignée a été repérée. Maintenant, les petits saligots n'ont plus qu'à faire un plan. Courageux, mais pas trop, les gobelins n'ont aucune envie d'entrer dans les lieux. John a une excellente idée. Il propose de l'enfumer et d'attendre. Florian suit l'idée tout de suite, il approuve. Le MJ, un peu désespéré, rappelle, comme il vient de le dire à l'instant, que cette tanière est en plein air. Les joueurs changent donc de plan et décident d'attaquer en hurlant. Au moins, ils ont l'avantage de la surprise au premier tour. L'araignée n'a plus que 3 points de vie. Dans Pathfinder, comme dans tous les héritiers de Donjons et Dragons, il s'agit, lorsque l'on fait un test, que ce soit pour attaquer ou autre chose, de lancer un dé à 20 faces et de dépasser un seuil de difficulté. Ici, de toute manière, le sort de l'araignée est plié. À 3 contre 1, il lui reste 3 points de vie. Aucun jet n'était vraiment nécessaire pour en finir. Les PJ annoncent que leur gobelin passe à la fouille de la tanière après avoir exécuté leur menaçante plein de pattes. Ayant repris la route, la joyeuse troupe arrive enfin en vue de l'épave tant attendue, celle qui doit renfermer les fameux trésors, les feux d'artifice, rappelons-le. À fond dans leur rôle, les PJ passent complètement outre la description du maître de jeu et ignorent toute prudence. C'est très simple, ils courent à découvert vers les trésors et la super cache aux feux d'artifice. Soudain, de la direction du bateau, les gobelins entendent provenir des aboiements et des hennissements. Chiens et chevaux, 2 ennemis jurés des gobelins, 2 créatures qui leur font peur. Les PJ devraient normalement avoir un petit peu peur et le maître de jeu en profite, il les surprend. Un chien apparaît derrière le groupe des joueurs et les prend en chasse. Les gobelins vont faire leur jet d'attaque. La défense du cabot est de 13. Avec leur D20 et leur modificateur, les joueurs doivent dépasser ce score. Le maître de jeu annonce d'ores et déjà qu'un second bâton se profile et arrive derrière le premier chien. Les joueurs jettent les dés. Le combat commence. Après avoir vaincu, non sans mal, le cheval et les chiens de la sorcière, les PJ ont évité plusieurs pièges et pénètrent enfin dans l'antre de la gobeline cannibale. Vorka les y attend de pied ferme, soutenu par son compagnon animal, une grenouille géante. Lorsque les PJ entrent dans sa cabine, le combat commence immédiatement. Florian et John annoncent qu'ils s'attaquent à Vorka. De son côté, Robin choisit de s'en prendre au monstre. Les déroule, fumble pour Florian. Et de ce combat dépendra l'issue du scénario et la victoire ou non des PJ. Dans quelques jets de dés, ils seront devenus des héros parmi les leurs, sauf Florian, qui mourra héroïquement au combat. Voilà, on va rester avec des voix bien masculines, on enchaîne avec RL. Rubrique culture japonaise avec RL. L'heroic fantasy à la sauce asiate, en fait, ça existe. C'est pas que le style RPG-like, même au Japon. Et les 12 royaumes du Nikoki, en fait, ça rentre dans cette optique-là, et c'est ça qui l'a rendu culte, en fait. Donc le plus simple, c'est de voir un petit peu ce que ça donne. De 12 coquilles. Voilà. Est-ce qu'il y a des poussins? Non, il n'y a pas de poussins, non. Elle est très bonne, celle-là. Donc c'est inspiré de l'œuvre d'Ono Fuyumi. Ono Fuyumi, quoi, je sais pas, il pourrait pas s'appeler Martin. Ça a l'air de charcler. Hein, ouais, ça a l'air bien sympa. Ah oui, oui, non, c'est Heroic Fantasy, très Japon. En fait, c'est inspiré d'un univers Chine ancienne, plus que Japon. Voilà, donc là, on est vraiment dans un monde original qui est créé de toutes pièces avec... Bon, il est sans surprise, hein, il y a de la magie, un bestiaire fantastique... Bon, tout le truc classique, des noms compliqués, on est dans la fantaisie, voilà, parce que je sais pas si toi, en littérature, tu vois, ils ont toujours des noms à coucher dehors, les trucs de fantaisie. Ouais, souvent. Ouais. Des fois, ils s'appellent Rurik Fallet. On dirait des noms japonais, d'ailleurs. Voilà, et donc en fait, bon, le truc hyper classique, il y a des lycéens qui se retrouvent emportés dans une espèce de monde parallèle, inconnu, évidemment, alors l'héroïne qui s'appelle Yoko, c'est l'élu, donc on vient la chercher, eux, ils n'ont rien demandé. Mais est-ce qu'il y a un mais? Genre, mais c'est classique. Il va y avoir un mais après. Donc, l'œuvre d'Ono Fuyumi est disponible en France, en 12 tomes, chez Milan. Voilà. Ça fait plein de petits pavés comme ça. Ça marche pas mal en roman. Je vais le présenter. Il y a des pages et tout? Voilà. Il y a des pages, il y a des dessins un petit peu à l'intérieur. Et le problème, c'est que l'anime a eu un petit peu de mal à démarrer parce que les DVD qu'on voit là, les coffrets sont super beaux, ils sont en forme de livre. Ça fait le côté un petit peu...
un petit peu ancienne. Montre-nous tout. Là, David va ouvrir. Le bandeau, quand même, 6 millions de livres vendus au Japon. 6 millions de livres vendus au Japon, tu me fais tout tomber. C'est un sacré succès, quoi. C'est pas mais même mes œuvres complètes. C'est pas de l'art roupie de Sansonnet. Même en France, ça marche pas mal. Alors le truc, c'est que la série, quand on commence à regarder, l'héroïne, donc elle arrive dans le monde parallèle, elle comprend rien, elle fait que chouiner. Et vraiment, on a envie de jeter sa télé, c'est hyper énervant. Je connais plein de gens qui ont arrêté de regarder la série à cause du début, parce qu'elle est vraiment hyper énervante. Il faut dépasser ça, quoi. Elle est super saoulante. Mais en fait, quand on dépasse, déjà, c'est dans les romans, elle est l'héroïne que de 2 tomes seulement. Et même dans la série, en fait, ça va partir après sur d'autres royaumes, etc. Donc la particularité du monde, c'est que chaque roi, chaque reine est choisi par un Kirin. C'est une espèce de chimère qui ressemble un peu au Komainu japonais, les espèces de lions qu'il y a devant les temples. Il y a quand même quelque chose qu'il faut... ou alors juste parce que ça se passe en Chine. Je te le donne. Non, ça se passe pas en Chine. Tu disais que c'était inspiré. Non, c'est inspiré au niveau du visuel. Mais le truc, c'est que c'est vrai qu'au Japon et en Chine particulièrement, il y a de quoi faire des milliards de trucs d'heroic fantasy parce que leurs croyances sont encore hyper fortes. Le dragon est présent partout. Moi, je me souviens d'une histoire à Hong Kong qui est complètement dingue. Il y a un hôtel sur les collines avec un énorme trou au milieu parce que dans la montagne vit un dragon et que s'il voit plus la mer, il va se vénérer. Non mais c'est quand même génial, tu vois. Donc comme quoi, voilà, il y a vraiment une base incroyable, quoi. Et donc, donc pour venir le Kirin, en fait, il va choisir le roi de son pays, il va se lier avec lui, il lui donne la vie éternelle, mais aussi si le roi il s'y prend comme un manche sur son pays, en fait, ils vont mourir tous les deux. Donc c'est un peu un pari, et c'est pour ça qu'en fait, un Kirin va venir chercher Yoko dans son monde terrien. Est-ce que c'est aussi, ça avait l'air un petit peu de Charclay sévère, c'est le cas, ou c'est juste dans le... Dès le début, en fait, ça castagne, sauf qu'au début, elle a un esprit en fait qui prend possession de son corps et qui lui permet d'être efficace en combat. Et alors elle chouine, et en même temps elle tape, quoi. Alors du moment qu'elle ferme pas les yeux, on lui dit d'ailleurs au début ferme pas les yeux. Et le truc fait tout, donc dès le début il y a des bestioles tranchées en deux, voilà, vraiment ça part bien dès le début en fait. Mais c'est interdit au moins de 18 ans ? Non, c'est lui qui fait des blagues. Voilà. C'est ce qui est amusant, c'est que c'est produit par les studios Pierrot, qui ont fait Lamu, Krimi, mais qui font aussi Naruto, Bleach et GTO. Voilà. Et donc après, on a vraiment des batailles parce qu'on voit vraiment les royaumes les uns face aux autres. C'est très politique en fait comme histoire. En attendant, on retrouve tout de suite François. Qu'a-t-il trouvé sur le web depuis le haut de sa tour ? Réponse en images. C'est le moment de découvrir un nouveau talent web. Salut, aujourd'hui on va parler d'un projet de Heroic Fantasy qui aura mis 4 ans à se faire. Et 4 ans c'est long. Il y a 4 ans il n'y avait rien. Il y a 4 ans quand ils ont commencé, il n'y avait même pas l'internet, il n'y avait même pas de caméra. Ils ont dû inventer les caméras pour faire le film. Donc le film, je pense, de commencer en noir et blanc et muet et de finir en IMAX. Tout de suite, le sujet. Les amis, nous vous avions déjà parlé des longs métrages autoproduits dans le sud de la France. Eh bien voici Les Seigneurs d'Outre-Monde, lui écrit, organisé et planifié depuis l'Île-de-France. Un long métrage tourné pendant pas mal de week-ends en 2009 et en 2010. Rencontre avec son réalisateur et co-scénariste Rémi Hoffman. Tout de suite, première question. Alors en fait, Les Seigneurs d'Outre-Monde, ça a débuté en 2007. Et en fait, avant, on avait participé avec les membres de l'association R2 à la création d'un fan-film Star Wars qui s'appelait L'Ordre Sith, qui dure 1 heure, avec pas mal de gens qui ont participé. C'était un projet d'assez grosse envergure. Et ce projet se finissant dans ces années-là, je me suis dit qu'au niveau et technique et qualitatif et avec plein de nouvelles personnes qui sont arrivées sur le projet, il était temps et on avait la possibilité de lancer ce projet-là, en fait, Les Seigneurs d'Outre-Monde. Donc du coup, en 2007, j'ai écrit le scénario. On a retravaillé ça avec Fenris, qui est un ami qui est aussi auteur, qui est scénariste, et qui lui après a développé des histoires, des livres, des nouvelles qui se passent dans le même univers que Les Seigneurs d'Outre-Monde. Et donc dès 2007, on a mis en place plein de choses, donc le site internet, les recherches de costumes, de décors, les castings et tout ça, pour démarrer la production en début 2008. Tout a commencé lors de la Grande Guerre, entre humains et créatures magiques, il y a 1000 ans. Les paysans, les troupes du Brandour, quelques chevaliers en quête de justice avaient assiégé le château de la sorcière. Petit avant-goût de l'histoire, mais dis-nous en plus. En fait, l'histoire est à la fois classique, c'est-à-dire qu'on reprend des grands thèmes épiques, un grand roman un petit peu, on va dire, d'apprentissage pour le héros, et dedans se passe beaucoup d'humour, il y a plein de petits gags un petit peu partout. Donc en gros, l'histoire est assez classique, c'est-à-dire qu'on est dans un univers qui s'appelle les Ravis, dans un monde qui s'appelle les Ravis, où il y avait des
7 dieux qu'on appelle les incarnats qui dirigeaient un petit peu ce monde-là il y a des milliers d'années. Il y a eu une révolte humaine et en gros, l'un d'eux qui était le dieu de la mort, le seigneur d'Outre-Monde, Rachalden, en fait, est devenu fou et est rentré en rage et a commencé à massacrer les humains. La vengeance devait d'être immédiate et impitoyable. La suite est connue de la légende. Il a été enfermé dans un dôme pendant plus de 1000 ans. L'histoire commence, donc on a cette légende-là qui a été expliquée, et l'histoire commence donc 1000 ans après, où tout a été un peu oublié, on croit que c'est un peu devenu des légendes, et on prend l'histoire dans un royaume qui s'appelle le Ringstone, qui est un royaume humain, assez belliqueux, assez cruel et tout, où on suit un jeune prince qui s'appelle Jarwin, qui est vraiment le petit con, on va dire, qui est le prince qui a tout eu pour y gâter, et qui en fait ne croit pas du tout à toutes ces légendes-là. Ne craignez rien, Thorvald, il va rien se passer, et au pire, je serai là pour vous protéger. Et en fait, il va découvrir un petit peu tout ce qui se passe et retomber au plus bas du plus bas pour après revenir au plus haut. Ça, c'est un peu la trame, mais après, c'est basé avec beaucoup d'humour, des caractères vraiment particuliers, plein de défauts sur les personnages qui sont assez drôles. Les Seigneurs d'Outre-Monde, dont les teasers et extraits sont disponibles en ligne, a nécessité 50 jours de tournage, avec au final plus de 150 plans truqués. Quelles sont tes influences, Rémi? Pas mal Willow. C'est vrai que c'était un des trucs qui a bercé un peu mon enfance et que c'était surtout cette espèce d'humour qui était vraiment très intéressant. C'est-à-dire qu'au-delà de l'histoire qui est assez classique dans Willow, qui est en gros, il y a le bébé, il faut aller le ramener, il faut empêcher la reine d'avoir toutes les puissances et tout ça. C'est vraiment, voilà, plein de personnages super intéressants, Man Martillian par exemple. C'est tous ces petits trucs-là en fait qui ont fait qu'on a fait un film médiéval fantastique avec une grande trame épique, mais avec toujours tout cet humour-là. Rémi a pu s'appuyer sur une équipe de 100 intervenants bénévoles, à la technique et au jeu, qu'il a emmené par tous les temps, tourner en Normandie, en Picardie, en Bourgogne. Mais pourquoi pas les Bahamas? L'idée de ce projet, c'est à la fois de se faire plaisir, de faire vraiment donc, un film d'heroic fantasy qui plaise à tous, c'est le projet qu'on rêverait de faire, et c'est aussi de le diffuser le plus largement possible, de faire une super carte de visite pour tout le monde, à la fois pour moi en réalisation, mais on a aussi pas mal de gens qui font de la cascade, qui font cracheurs de feu, des comédiens, il y a plein de choses dessus, et c'est aussi pour eux faire aussi une belle démonstration de savoir-faire. Nous après on y met beaucoup d'énergie, on y met beaucoup d'attention, on essaie vraiment d'avoir une qualité maximum. On sait que c'est pas un niveau pro, on a un niveau bien, on est encore limite, mais voilà, on espère que ça permettra après justement de faire quelque chose où les gens croient en nous et se disent si avec rien ils ont réussi à faire quelque chose comme ça, si après on les aide encore plus et financièrement et sur plein d'autres domaines, qu'est-ce qu'ils pourront faire derrière? Voilà, c'est aussi cette idée-là. C'est tout le mal qu'on vous souhaite. Alors guettez la future sortie DVD et passage télé de ce long métrage d'1h40, un ovni. Et nous, on défend les ovnis dans Plus ou Moins Geek. David en a même vu, pour de vrai. Parole de voix off. Un film autoproduit, comme on aime bien les mettre en avant dans Plus ou Moins Geek. Un autre personnage qu'on aime bien autoproduire, c'est Franck, qui se débrouille tout seul, il fait sa vie. Vous allez le retrouver dans son petit bureau, Franck. Tout de suite, la shopping list. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle shopping list. Une shopping list un peu spéciale puisque je vais vous raconter une histoire. Hop. Alors, il était une fois l'histoire de Franck Levèvre, un jeune chevalier perdu dans les plaines de Pinot, qui avait une quête à accomplir. Il devait retrouver l'artefact sacré dans le château d'Outre-Tombe. Sa route fut parsemée d'embûches, puisqu'à peine parti, il tomba sur 3 objets flottants. Le premier était un coffret de la saison 1 de Game of Thrones, une des plus grandes séries d'heroic fantasy qui plonge le spectateur au cœur des complots qui cisaillent le royaume des 7 couronnes. Le second était La Roue du Temps, édité par Bragelonne. C'était une quête en 14 volumes écrite par Robert Jordan. Et enfin, il y avait Fable 3, où vous incarnez un jeune garçon que vous devrez faire évoluer physiquement et psychologiquement et choisir entre le bien et le mal. Ces 3 objets flottants étaient ici pour poser une énigme au jeune chevalier. Malheureusement, il s'en foutait terriblement et passa sa route. Plus loin, au travers d'un buisson, il fit la découverte de 2 livres, sûrement tombés de la poche d'un aventurier unijambiste. Ces livres n'étaient autres que Conan, un livre édité chez Milady. Cette œuvre adaptée en BD, film, dessin animé et jeu de rôle n'est autre que la création de Robert E. Howard qui nous plonge dans un univers mythologique et lugubre à la fois. Et L'Enfeuse de Troie, une bande dessinée éditée chez Soleil qui a connu un grand succès, qui raconte l'histoire d'un apprenti forgeron au pouvoir illimité. Reparti sur la route afin d'accomplir sa quête, cette fois-ci, le jeune chevalier fut confronté à un gros problème. 2 jeux totalement maléfiques l'empêchèrent de poursuivre sa route. Il s'agissait de Dungeon Fighter, un jeu de société édité chez Yellow qui combine dextérité, aventure et une bonne dose d'humour.
À ses côtés se trouve Ultimate Ghost and Goblin, chez Capcom, un jeu vidéo à retrouver sur la PlayStation Portable. Vous incarnez le chevalier nommé Arthur qui doit combattre des zombies, des démons et autres morts-vivants dans le but de sauver une princesse. Le chevalier lança une attaque de front sur ces jeux, qui ne purent se défendre étant donné que ce n'étaient que des objets. C'est après une longue route périlleuse vers la porte du château que le preux chevalier arriva finalement à son but. C'est à l'entrée d'un puits bouché par les excréments d'un dragon qu'il découvrit l'artefact sacré, qui n'était autre que Notre-Dame de Paris. Un livre édité chez Soleil aux collections Métamorphose et à retrouver en 2 tomes. Le plus célèbre roman de Victor Hugo, véritable icône du romantisme, est présenté dans une édition exceptionnelle. Et ils vécurent heureux et s'embrassèrent langoureusement. Quoi? Bah si, c'est marqué dans le texte. Hein. Mais non. Allez, vas-y, embrasse-le. Bon, ok. Il est idiot, il l'a fait, c'était même pas marqué dedans. En tout cas, vous pouvez toujours m'envoyer vos coups de cœur à cette adresse et nous, on va retrouver l'équipe de Plus ou Moins Geek. Salut! Et maintenant, donnez vos petits plus, les fameux petits plus. Qui vous a le plus convaincu de dépenser sa thune? Bah non, mais Suikoden, il faut que je les fasse en jeu, ouais. Moi, ex aequo, Krul et les 12 royaumes. Seb? Moi, Krul, j'ai tellement snobé depuis longtemps que maintenant j'ai envie de le voir, quoi. C'est vrai que ouais, ça a l'air. Et il n'y a pas Steven Seagal Moi, je vote dedans. pour moi-même, Suikoden, il faut que les gens le fassent. Rurik? Eh bien, moi, je vote pour les 12 royaumes. Ouais. Alors moi, je vais faire Krul aussi, et les 12 royaumes, et Kane, et le jeu de Fred pour pas qu'il me tape. Allez, vous pouvez poursuivre. Le François Bayrou de... Allez, on poursuit vous pouvez poursuivre l'aventure sur les réseaux sociaux tels que Geekbook, Geekter, l'appli Geek, le site internet, le forum. Vous pouvez partager cette émission à tous vos amis en leur disant « Viens, allume ta télé, regarde Plus ou Moins Geek, IRL, elle est belle. » Alors, on va se retrouver très très bientôt, mais en attendant, 2 petites choses pour finir, bien évidemment. Rappelez-vous, un bon geek est un geek curieux et il n'y a pas d'âge pour le revendiquer. Bye bye! Oh, c'est là où on s'envole. Ouh!